Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite de la résolution d'équations différentielles et des schémas temporels d'intégration pour la simulation des systèmes de solides rigides polyarticulés. On considère donc qu'on est en mesure d'obtenir les équations du mouvement, c'est la condition préalable, permettant donc ensuite de réaliser la simulation du système. Pour rappel, lorsque l'on fait de la dynamique directe, on va s'intéresser à l'état courant du système à un instant tk, et on va chercher à obtenir l'état du système à l'instant suivant, tk plus 1. Pour cela, on va utiliser les équations du mouvement pour obtenir la dérivée de l'état, c'est-à-dire la paire Q point, Q point point. Et à l'aide d'un schéma d'intégration temporelle, on va pouvoir intégrer, si nécessaire, plusieurs fois pour obtenir justement l'état au pas suivant. Pour compléter ce schéma, on a besoin d'un schéma de contrôle. Ce schéma de contrôle, il va tout simplement générer les efforts qui s'appliquent sur mon système en interne, les efforts d'actionnement, à partir d'une comparaison entre l'état courant du système et une consigne potentielle, donc par exemple une position articulaire à atteindre ou une trajectoire articulaire à respecter. Ainsi, on a la commande des actionneurs qui est définie par le schéma de contrôle dans ce schéma global de dynamique directe. On a également besoin potentiellement des actions extérieures qui s'appliquent sur notre système, qu'on va considérer également connues par la suite. Ce que savent faire les schémas d'intégration temporelle, c'est intégrer un système d'équations différentielles du premier ordre. Ça veut dire qu'on est capable de connaître la dérivée première du système à un instant donné et on est capable d'intégrer ça au cours du temps. On verra ça plus en détail ensuite. Au sens général, ça s'écrit comment? Ça s'écrit sous la forme d'un modèle d'état où on considère que x, c'est l'état du système à un instant t. Alors ça va être un vecteur qui va contenir plusieurs variables qui vont décrire donc l'état du système à cet instant. U va être la commande de ce système, c'est-à-dire les entrées qu'on va y appliquer pour le faire évoluer. Et généralement, on va y adjoindre également une sortie Y qui va dépendre, elle aussi, de l'état. On va sélectionner que quelques variables parmi l'état qui vont nous intéresser comme étant les sorties du système. Dans notre cas de problématique de dynamique des solides rigides, ce que l'on cherche à intégrer, c'est la valeur Q point point, c'est-à-dire l'accélération articulaire, afin de mettre à jour l'état du système mécanique qu'on va considérer comme étant défini par Q point. Pourquoi on considère que l'état du système est défini par Q point? Tout simplement parce que si on regarde les équations du mouvement, ces équations du mouvement sont des équations différentielles du second ordre pour la variable Q, c'est-à-dire qu'elles dépendent de Q, Q point et Q point point. Or, une manière de réécrire ces équations du second ordre en un système d'équations du premier ordre, donc intégrable par un schéma d'intégration temporelle, c'est tout simplement d'écrire que l'état du système est défini par la variable et ses dérivées jusqu'à l'ordre moins 1 des équations que l'on cherche à résoudre. Donc en l'occurrence, on va inclure dans l'état les positions et les vitesses articulaires, donc pour aller jusqu'à l'ordre moins 1 des équations du mouvement. Ce vecteur qu'on va appeler x va nous permettre d'avoir une forme intégrable par un schéma d'intégration temporelle. Les méthodes d'intégration temporelle les plus simples sont les méthodes d'Euler, qui sont classiques, que l'on obtient généralement à partir de la définition des différences centrées. Ça veut dire que pour déterminer l'état du système à un instant plus 1, on va tout simplement utiliser l'état du système à l'instant t, plus delta t fois la valeur de la dérivée à cet instant t. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode d'Euler explicite. Cette méthode elle a l'avantage d'être extrêmement simple, puisque là on a besoin de calculer une seule fois la dérivée pour obtenir l'état suivant. Malheureusement, elle est très instable, tout simplement parce qu'on accumule de l'erreur sur la dérivée que l'on estime, et à partir du moment où on accumule de l'erreur, eh bien, au bout d'un moment, le système finit par ne plus répondre de la manière dont il devrait répondre, d'où son instabilité. Une autre manière de voir les choses consiste à obtenir l'état plus 1 en utilisant la dérivée à ce même pas plus 1. Donc c'est la méthode d'Euler implicite. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle est compliquée à résoudre puisqu'on a besoin de résoudre l'équation que nous avons ici, de trouver le zéro de l'équation que nous avons ici pour obtenir xtk plus 1.
Par contre, elle a l'avantage d'être inconditionnellement stable puisqu'on résout à chaque fois notre système de manière complète. Globalement, ces méthodes de l'air sont peu adaptées, peu utilisées pour les équations de la dynamique. D'une part parce que l'air explicite est donc relativement instable, et d'autre part parce que l'air implicite est relativement complexe à résoudre à chaque pas de temps. Dès qu'on a des systèmes de taille un petit peu grande, ça devient un petit peu difficile de l'utiliser tel quel. C'est pour cela qu'ont été développées des méthodes à pas intermédiaires, les plus répandues étant les méthodes de Runge-Kutta, d'ordre 2 ou 4. Ces méthodes sont basées sur des estimées intermédiaires successives, obtenues par itération. Ça veut dire tout simplement qu'on va estimer successivement les dérivées à différents pas de temps pour pouvoir obtenir le pas suivant. Dans une méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, on va d'abord établir un pas de l'air. Donc on va calculer un incrément alpha qui va être égal à delta t fois la valeur de la dérivée à l'instant tk. Et plutôt que d'ajouter directement cet incrément au pas précédent pour obtenir le pas suivant, on va se placer à la moitié de l'incrément pour réestimer la dérivée et construire un pas bêta, un incrément bêta. Cet incrément bêta va être utilisé à la fin pour faire l'intégration vers le pas suivant. Sur la même base que la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 permet, sur la base de 4 incréments, de calculer avec une moyenne pondérée la valeur de l'état à l'instant suivant, à partir de la valeur de l'état à l'instant courant et des estimés de dérivée. Donc, à partir de notre pas courant, on va réaliser un premier incrément alpha sur la base, la même base que précédemment, la dérivée à l'instant tk. Et puis on va se placer à la moitié de ce pas pour obtenir un deuxième incrément, bêta. Et on va se placer à la moitié de ce pas bêta pour obtenir un troisième incrément gamma. Et enfin, on va se placer à la fin de l'incrément gamma pour obtenir un quatrième incrément delta. Et on va estimer l'état à l'instant tk plus 1 en sommant l'état à l'instant tk plus une moyenne pondérée de ces 4 incréments en favorisant les incréments basés sur des pas intermédiaires, c'est-à-dire basés au milieu du pas réel, donc le tk plus h sur 2, puisqu'on considère que la dérivée va être mieux estimée sur ces pas-là que sur les autres. Les méthodes à pas intermédiaires type Runge-Kutta sont efficaces pour les systèmes de solides rigides polyarticulés. Néanmoins, elles nécessitent d'avoir un petit pas de temps pour être adaptées à toutes les accélérations que vont pouvoir subir ces systèmes. C'est pourquoi il a été développé des méthodes dites à pas variables qui vont elles chercher à adapter la valeur du pas de temps en fonction de l'accélération subie par le système. Comme on le voit sur le schéma, tout simplement, quand l'accélération va être grande, on va faire des petits pas de temps pour s'adapter au fait que les quantités changent rapidement au cours du temps, tandis que lorsque l'accélération est faible, on va faire des grands pas de temps puisque ces quantités varient peu au cours du temps. Comment sait-on qu'il faut changer le pas d'intégration, adapter le pas de temps en fonction de ce que subit le système? Tout simplement, on va mettre en concurrence deux schémas d'intégration temporelle et on va supposer qu'il y en a un des deux qui est plus performant que l'autre. En vérité, on sait qu'il y a des schémas plus performants que d'autres pour réaliser ces intégrations. On va prendre par exemple ici Euler et Runge-Kutta 2 comme algorithme en concurrence dans notre problématique. Pour un point donné, on va utiliser les deux estimés issus l'une de Euler et l'une de Runge-Kutta pour calculer le point suivant. Et on voit ici qu'on va avoir des résultats différents en fonction du schéma d'intégration qu'on aura utilisé. Par exemple, pour la fonction exponentielle, si l'on cherche à approximer la valeur exponentielle à 0,1 et qu'on part avec un pas d'intégration initial de 0,1 et que l'on veut que l'erreur finale d'intégration soit inférieure à 0,001, on va estimer notre valeur à y de 0,1 avec nos deux schémas d'intégration temporelle, Euler et Runge-Kutta 2. Et on voit qu'on a deux estimées différentes, qui sont a priori toutes les deux pas trop loin du résultat,
puisque ce qu'on peut voir, c'est que la valeur théorique, c'est 0,904,83. Et donc, on a une erreur relative entre y et la valeur théorique qui est de l'ordre de 0,0048. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on compare les deux estimées entre elles, l'erreur est relativement proche de l'erreur théorique, puisqu'on voit qu'ici c'est 0,005. En d'autres termes, on peut sans doute utiliser l'erreur entre les deux approximations, entre les deux schémas d'intégration temporelle, comme étant une approximation de l'erreur théorique sur y. Pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que comme elle est égale à 0,005, elle est plus grande que l'erreur voulue. La logique veut donc que l'on prenne une valeur de pas de temps, h, plus faible que celle que l'on a actuellement pour pouvoir réaliser notre estimée. On sait que l'air a une erreur quadratique de l'ordre h carré. Donc si l'on suppose que l'on peut écrire cette erreur entre les deux estimées comme étant c fois h carré, on va avoir une certaine valeur de c. Si l'on veut garantir que l'erreur soit inférieure à une certaine valeur, eh bien tout simplement on va appliquer à h un facteur d'échelle et on va se retrouver avec une valeur de l'erreur qui aura la forme suivante. Ainsi, on peut déterminer S qui va garantir que l'erreur soit en dessous d'une certaine valeur à partir de l'évaluation de l'erreur que l'on a obtenue précédemment. On pourrait être tenté d'adapter le pas de temps à chaque fois que l'on fait une nouvelle intégration au cours du temps. C'est une bonne idée dans l'absolu, mais le problème c'est qu'on a des variations systématiques de la valeur du pas de temps, ce qui peut s'avérer problématique et demander beaucoup de calculs complémentaires à notre système pour être intégré. Donc on va être un tout petit peu conservatif et on va imaginer que h ne change pas trop à court terme, c'est-à-dire que d'un pas sur l'autre, les quantités d'accélération n'ont pas trop évolué. Elles sont peut-être un peu plus grandes, un peu plus petites, mais pas beaucoup plus grandes, beaucoup plus petites. Ainsi, si on voit que le facteur d'échelle est très grand, on va doubler la valeur de h. Ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'on peut avoir une valeur de pas de temps plus grande. Si S reste compris entre 1 et 2, on va garder H inchangé, en supposant que potentiellement, même si le système est plutôt précis, on n'est pas tout à fait sûr qu'il ne puisse pas évoluer dans un sens qui soit négatif au pas suivant. Par contre, si S est inférieur à 1, quelle que soit sa valeur, on va diviser par 2 la valeur de H et recalculer le point. Ce que l'on a vu dans le petit exemple précédent, c'est une comparaison entre l'air et Runge-Kutta2. En réalité, une méthode telle que celle de Dormant-Prince va utiliser non pas des expressions type Euler pour réaliser l'approximation, mais deux combinaisons linéaires différentes d'approximation qui vont être avec une erreur H4 et une erreur H5. Et les coefficients de la solution H5 vont être choisis évidemment pour minimiser l'erreur d'approximation. On exploite ces deux approximations pour estimer le facteur d'échelle, et ainsi on va pouvoir adapter le pas de temps en fonction de ce qui se passe dans la fonction. En résumé, pour les systèmes de solides rigides polyarticulés, on va retenir plutôt des méthodes à pas intermédiaires qui vont permettre d'avoir des résultats plutôt cohérents à l'aide de pas de temps fixes plutôt petits, mais on va également retenir les méthodes adaptatives qui ont l'avantage de garantir à peu de choses près le même niveau de performance qu'une méthode à pas intermédiaire, mais pour un gain de temps notable en calcul, puisqu'on va adapter le pas de temps à la difficulté du calcul à réaliser. Et donc tout ceci est évidemment implémenté très largement dans tous les systèmes de simulation de systèmes de solides rigides polyarticulés, et régulièrement, vous allez vous retrouver devant le choix du solver à utiliser pour résoudre vos équations différentielles. Donc vous en savez à présent un peu plus sur ce sujet.